Bonjour, je suis Priscilla, je suis la fondatrice de la structure Ludosens, l'Institut de la neurodiversité, et j'ai fondé Ludosens par rapport à toutes ces familles qui sont concernées par la neuroatypie, qui ont un enfant avec un profil neuroatypique, un adolescent, un jeune adulte, et qui savent à quel point le chemin peut être complexe, à quel point parfois il y a des moments de découragement par rapport à ce décalage qu'il peut y avoir entre le profil de l'enfant et les attentes de la société, quel que soit le cadre. Donc Ludosens crée des solutions d'inclusion pour les publics ayant des profils dits neuroatypiques. Et moi-même, je suis concernée à un niveau personnel puisque ma fille est née avec un diagnostic autisme et la neuroatypie est présente sur 4 générations dans la lignée familiale de mon arbre généalogique. Donc voilà de quel endroit je parle. Donc aujourd'hui, je voudrais réintervenir sur ce sujet parentalité et neuroatypie. Ce que je voulais rappeler, et c'est important, c'est que quand on a un enfant, un neuroatypique, quel que soit son diagnostic, on va être beaucoup plus confronté facilement à de l'opposition. Soit forcément qu'il y ait un diagnostic supplémentaire en lien avec cette opposition, tout simplement, un enfant neuroatypique, un adolescent, un jeune adulte, ces profils ont besoin de sens, ont besoin de comprendre le pourquoi des règles. Et très souvent, quand on est un adulte, qu'on est fatigué par sa journée de travail ou par tout simplement la vie, avec des soucis en tête, eh bien, on n'aura pas forcément toujours la patience d'expliquer le pourquoi des règles. Et pourtant, c'est ce qui peut engendrer des points de cristallisation, de conflits, de blocage de part et d'autre. Et c'est pas forcément vous en tant que parent ou vous en tant que professionnel. En fait, c'est tout l'environnement de cet enfant avec ce profil neuroatypique, que ce soit à l'école, ça peut être les agents polyvalents sur la pause méridienne, ça peut être les parents quand c'est le matin avant de partir. On n'est pas toujours dans une fluidité et dans un lâcher-prise, loin de là, il peut y avoir des moments où on se sent tendu, speed, parce qu'on prépare la journée. Il y a également voilà, tous ces adultes qui vont rayonner autour des enfants qui ont un profil neuroatypique. Donc voilà, tout adulte, si l'enfant, on va lui demander quelque chose de simple, de ranger les chaises par exemple, c'est à l'école, dans un cadre périscolaire, on demande aux enfants de ranger les chaises et l'enfant, au profil neuroatypique, va questionner le pourquoi de ces règles et va renvoyer et va dire « mais pourquoi ? Pourquoi doit-on ranger les chaises ?» Et l'adulte va peut-être prendre ça pour de la provocation. Va prendre ça pour quelque chose de l'insolence, un jeune enfant un élève qui veut pas collaborer, qui a envie de se montrer intéressant. C'est la pensée que va avoir l'adulte classique en France. Donc je voudrais revenir un peu sur l'histoire française et l'inconscient collectif en lien avec l'éducation pour continuer sur le sujet. Ce n'est qu'en 2019 que la fessée a été, sur le plan légal, interdite officiellement par la loi. Sachant que dans les pays scandinaves, ça faisait depuis 1979 que cette fessée avait été abolie. Donc il y a 40 ans, je vous ai parlé de 40 ans de retard tout à l'heure en parlant de la neurodiversité. Moi je fais le lien direct avec, en France, une banalisation de la violence ordinaire. Enfin, vous voyez, je dis violence ordinaire, mais de la violence éducative. C'est-à-dire, encore aujourd'hui, d'ailleurs, il suffit de voir des réactions de politiciens à l'Assemblée générale ou dans des sphères officielles institutionnelles. Dès qu'on parle de réformes par rapport à l'éducation, d'articles scientifiques qui parlent de ce qu'on pourrait appeler la parentalité bienveillante, eh bien, on peut avoir parfois des levées de boucliers. Nous, on a été élevés à la dure, on n'en est pas mort. Ça, c'est extrêmement fréquent d'avoir des réflexions comme ça. On a été élevés à la dure, on n'en est pas mort. Et donc, c'est-à-dire que les personnes ont tellement intégré, elles ont été tellement éduquées. Alors, ce que j'appelle violence, voilà, c'est le fait d'avoir reçu des fessées de manière assez banale, sans que ce soit vu comme quelque chose de grave. C'est d'avoir reçu des brimades, des dépréciations de valeur, l'enfant qui reçoit des dépréciations de valeur, ou ça peut être également des profs qui vont être humiliants. En fait, dans le système scolaire, c'est vraiment pas rare que des élèves
ait pu recevoir des humiliations devant toute la classe ou un surveillant devant un groupe d'élèves. Il y a des adultes qui ont pu être perçus par des enfants comme plutôt passéistes, passifs, dans le meilleur des cas, je dirais, voire participants à la dépréciation avec des remarques désagréables. Bon voilà, donc c'est un bain collectif. Mon idée n'est pas de pointer le doigt sur un tel ou un tel, c'est plutôt de dire que c'est un bain sociétal. Tout ce XXe siècle, c'est des générations et des générations qui ont été élevées dans une certaine forme de violence quotidienne. Et puis, quelque chose de très très important, c'est au niveau émotionnel. Donc pendant très longtemps, les émotions étaient tabous, interdites, non autorisées. C'est les émotions, c'est la honte. Alors on en parle, je dirais, un peu plus. On a beaucoup dans le marketing. Les enseignes commerciales, elles sont les premières à flairer les pays, les choses qui changent au niveau des inconscients collectifs. Donc le fait qu'il y ait beaucoup plus de jouets ou de jeux ou de livres en lien avec les émotions, depuis quelques années, eh bien voilà, il y a une conscientisation de l'importance de l'accueil des émotions. Isabelle Filosia a fait un énorme travail sur la parentalité bienveillante, la parentalité positive. Elle a énormément écrit sur ce sujet et sur l'accueil des émotions de l'enfant. Donc je pense qu'évidemment, des acteurs comme ça, qui ont pu jouer un rôle important dans l'éducation, ont pu aussi marquer certains esprits. Donc ces personnes-là, elles ont pu transmettre l'importance de l'accueil des émotions, et puis même tout un chacun, au bout d'un certain chemin, se rend compte de l'importance colossale des émotions, d'avoir une hygiène émotionnelle de façon à se sentir bien. C'est tout simplement le mal-être qui va être le guide. À partir du moment où une personne se sent mal, souvent se reconnecter à ses émotions va l'aider à évacuer le trop-plein et à se sentir mieux par la suite. Le propos n'est pas de parler des émotions, mais c'est simplement de dire que une société où pendant très longtemps les émotions étaient tabous, interdites, mal vues, c'est la honte de ressentir telle ou telle émotion, ou c'est culpabilisant. Mais ça a été le lot d'énormément de personnes, de générations, etc. Donc je pense vraiment que c'est la génération de la vingtaine là qui bouge les cadres, et que la génération des quarantenaires s'est réveillée, se réveille, mais a bien aussi subi toute cette éducation extrêmement conformiste, extrêmement cadrante, extrêmement sclérosante pour l'expression de la personnalité de l'enfant. C'est-à-dire qu'on n'a pas demandé aux enfants d'être eux-mêmes, on n'a pas invité la poésie de l'enfant à s'exprimer, on ne s'est pas émerveillé face à un comportement qui nous paraissait hors norme, atypique. On a été dans quelque chose qui rabaisse, avec un regard de jugement, et puis quelque chose de malaisé, voilà, du malaise. Et donc tout ça, c'était sur toute la société. Donc c'est des générations de parents, des générations de professeurs, des générations de surveillants, des générations de la société entière qui a été façonnée comme ça. Voilà, donc aujourd'hui, nous sommes dans l'ère du changement, de la construction d'un monde qui convienne davantage à tout un chacun. Et donc la neurodiversité vient nous aider à changer de paradigme et à être déjà pour tout un chacun dans un accueil des émotions, pour sortir de ce conditionnement général et ce regard très froid et déshumanisant de ce que c'est censé être l'éducation. Un enfant, il a avant tout besoin d'être aimé, accueilli pour ce qu'il est. Et naturellement, là où je trouve effectivement que la psychanalyse a pu donner des fausses informations, encore aujourd'hui, dans certaines formations d'éducatrices spécialisées ou d'éducateurs spécialisés, certaines formations de psychologues, on peut encore entendre parler de la théorie du pervers polymorphe, où on considère que l'enfant va avoir envie d'agir de manière perverse parce que ça fait partie de sa nature. Moi, je m'inscris complètement en faux avec cette théorie, mais je pense qu'énormément d'autres personnes également. C'est, selon moi, vraiment l'être humain né avec un cœur et a envie, évidemment, d'aimer, d'être aimé, de prendre sa place dans la société, de participer à une société qui rayonne, de prendre sa place, d'aller de l'avant et d'avoir les outils pour surmonter les épreuves quand elles existent. Donc, il n'y a pas de volonté de faire mal a priori. Il n'y aurait pas des mauvaises graines, entre guillemets, et puis des bonnes graines, ça n'existe pas. Tous les enfants ont avant tout besoin d'être aimés et d'aimer. Par contre, ce qui est sûr,
c'est qu'il peut y avoir donc déjà évidemment le regard que reçoit l'enfant, et il peut y avoir aussi des traces au niveau transgénérationnel, c'est-à-dire dans la psychogénéalogie d'un arbre, des traces de choses qui sont transmises de génération en génération. Et s'il y a eu à un moment donné une violence très autoritaire, on sort d'une société patriarcale, donc il y a eu vraiment beaucoup d'injonctions à la soumission, de domination, etc. Et ça crée quoi? Ça crée des graines de colère pour l'enfant qui vit ça, j'entends. Ça crée des graines de rage. Donc, à un moment donné, cette colère et cette rage, si elle n'est pas exprimée au moment où elle doit se vivre, eh bien, elle peut se transmettre à la génération suivante si la personne qui a été concernée par ce type d'éducation a été conditionnée pour ne pas s'exprimer, prendre le moins de place possible, etc. Donc, je reviens à mon enfant. On lui demande de ranger les chaises dans la cantine, dans la classe, peu importe, dans une activité périscolaire. Il demande pourquoi doit-on ranger les chaises. Donc notre enfant neuroatypique qui est pris pour l'insolent de service, en tout cas celui qui n'est pas le plus facile, celui qu'on n'a pas forcément envie d'avoir avec nous, eh bien cet enfant, il a, du fait de son profil neuroatypique, besoin de sens, besoin de compréhension. Donc, il peut poser sa question de manière tout à fait sincère. Il n'y a pas besoin de présupposer que c'est un enfant qui a des mauvaises idées derrière la tête, qui cherche à provoquer. Ça peut être une interprétation de l'adulte qui va l'enfermer dans cet enfant qui cherche à attirer l'attention, qui cherche à provoquer. Peut-être que tout simplement, il a besoin qu'on réponde à sa question. Donc, souvent, quand on est donc un adulte pris dans sa journée, on peut répondre de manière rapide pour s'en débarrasser, parce qu'on n'a pas envie particulièrement de prendre du temps pour ça. Donc on peut répondre parce que c'est comme ça. Et cette phrase, elle est vraiment vécue par un profil neuroatypique comme quelque chose de très violent, difficile. Parce que c'est une façon de dire tu n'existes pas, quelque part. Et c'est vraiment une façon en tout cas de prendre le temps. Alors, ce que ça demande à l'adulte, que ce soit le parent, le professionnel, peu importe, c'est d'aller répondre d'un espace à l'intérieur de soi qui soit un espace détendu, un espace où il y a de la sécurité, où il y a de la respiration. Puiser dans cet espace où il y a de la respiration, où il y a de la détente, un espace donc où on arrive à décélérer soi-même, où on n'est pas pris dans l'urgence. Et donc de cet espace, de pouvoir donner une réponse qui réexplique les règles. Si on a envie, si on est de bonne humeur, si on a envie, le mieux c'est de le faire avec de l'humour. C'est suivant sa personnalité aussi. Si on n'a pas le sens de l'humour, c'est pas la peine de se forcer. Mais ça peut être en faisant de l'humour, ou ça peut être tout simplement de bonne foi, on réexplique les règles. L'enfant, il va sentir que vous répondez d'un espace qui n'est pas celui de l'espace de la crispation, qui n'est pas d'un espace qui serait un endroit blessé, j'ai envie de dire. Vous ne répondez pas d'un endroit blessé, vous répondez d'un endroit sécurisé, d'un endroit où il y a de la respiration. Et donc, de là, vous répondez. Eh bien, l'enfant, l'élève, aura beaucoup plus envie de coopérer, de ranger les chaises. L'enfant est notre allié. Il est celui qui nous montre le chemin. Il nous renvoie beaucoup de choses qu'on a besoin de comprendre. Et donc, il y a vraiment ce climat de coopération à pouvoir établir, et je dis même réétablir, puisque encore une fois, c'est une société qui, sur des décennies, des siècles, a fonctionné à la soumission. Les enfants sont là pour obéir, mais c'est pas ce qu'on veut en fait. L'éducation, c'est pas faire obéir un enfant. L'éducation, c'est aider l'enfant à être qui il est, avec tout son potentiel, ses difficultés également, ses défis. Qu'est-ce qu'il doit pouvoir conscientiser sur lui-même? Quelles sont ses difficultés? Qu'est-ce qu'il va devoir essayer de dépasser pour également trouver sa place et sur quelle force il peut s'appuyer? Donc, vous aiderez votre enfant et un enfant sera aidé dans le cadre de l'école, déjà si on accepte de répondre à ces questions, y compris à tous ces enfants qui posent beaucoup de questions et qu'on a tendance à trouver embêtants parce qu'ils posent trop de questions. Mais s'ils posent des questions, c'est parce que justement, ils se questionnent sur le fonctionnement. Une société n'a pas à imaginer qu'elle fonctionne d'une manière définitive une fois pour toutes. Comme tout être humain, une société évolue et donc
Aujourd'hui, c'est vraiment important que cette ère de la neurodiversité soit une invitation pour la société de faire société différemment, d'accueillir ses émotions. C'est ça la véritable inclusion. C'est pas de dire ah ben tel enfant est en situation de handicap, faut faire attention. Non, c'est qu'est-ce qui nous invite à faire pour nous-mêmes et à mettre en place pour que le cadre général réponde aux besoins de tout le monde. Un exemple, à la cantine. Pourquoi est-ce qu'il n'y aurait que l'enfant avec autisme qui ait son casque anti-bruit? C'est très bien qu'il puisse l'avoir, mais pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas des casques à disposition, que ce soit des adultes et des enfants, ou des bouchons d'oreilles, des boules caisses, pour les adultes ou les enfants, tout simplement ceux qui en ressentent le besoin. C'est un exemple un peu basique, mais c'est pas forcément se focaliser sur l'enfant diagnostiqué, mais c'est plutôt réfléchir tout l'espace du vivre ensemble pour que le besoin de l'enfant neuroatypique soit pris en compte et les besoins de tout le monde soient pris en compte. Donc toujours dans la ligne mire, c'est très important de comprendre que nos enfants ne nous appartiennent pas. Ce ne sont pas nos enfants, nos objets possessifs, parce qu'ils sont passés par nous, ils sont à nous. Non, nous sommes des voies de passage. Ils émergent de nous, et c'est la fabuleuse création de la vie, mais ils ont leur propre chemin. Et donc il y a vraiment cette prise de conscience pour chacun de leur rendre leur puissance. Quand on est pris dans nos angoisses, dans nos anxiétés, que va-t-il devenir? En fait, c'est comme si on les impuissantait. N'importe quel être humain, il a un potentiel, il a des possibilités. Et il va trouver son chemin, même si c'est un chemin très différent de celui qu'on aurait imaginé ou que celui que la société aurait pensé. Il va le trouver. Il va finir par le trouver. Il va trouver sur son chemin des personnes qui vont pouvoir l'aider. Donc, il y a besoin de nourrir. J'ai envie de dire, c'est plus qu'une croyance, c'est un acte de foi. Donc déjà, si on arrive à pouvoir lâcher les anxiétés, les angoisses, c'est un cadeau qu'on peut faire à un enfant neuroatypique. L'autre chose qui est importante, évidemment que l'enfant a sa dignité, la même dignité que l'adulte, parent. Pourquoi est-ce qu'il y aurait cette injonction à obéir? Le terme même « obéir » pose question. Il s'agit d'une coopération. Bien sûr, il y a des règles de vie quand on vit ensemble. Faire le ménage, participer aux tâches ménagères, débarrasser la table, mettre dans le lave-vaisselle, laisser la salle de bain propre une fois qu'on est passé. Voilà, des règles de vie de base qui vont permettre à l'enfant d'intégrer un collectif, par ailleurs plus facilement de respecter les règles, par ailleurs s'il arrive à les respecter à la maison. Ceci dit, on peut partir de l'endroit que l'idée c'est pas une non-injonction à obéir, l'idée c'est de se co-créer un espace où il fait bon vivre. Les mots ne sont pas anodins en fait. Le but c'est, selon moi, d'accompagner les enfants vers la liberté d'être un adulte, d'être pleinement lui-même, avec toute sa singularité, et donc pas un adulte conditionné par tout un tas d'injonctions intérieures. La dernière chose que je voulais dire, c'est que, dans le prolongement de ce que je viens de dire, c'est important de donner l'exemple. Un enfant qui est dit avoir des problèmes d'opposition, donc ça je veux parler du non systématique par exemple, on va pouvoir déconstruire cette spirale infernale de l'opposition qui monte en surenchère et où on va s'affronter. On va pouvoir déconstruire cela en montrant l'exemple. Alors un exemple très concret, si vous vous rendez compte par vous-même que la façon dont vous avez répondu à votre enfant était sèche, vous avez débordé, vous avez craqué, vous avez senti que vous n'étiez pas dans quelque chose de juste et de respectueux, ça nous arrive à tous, eh bien, vous pouvez tout simplement vous excuser. Et en vous excusant, en disant ben voilà, tu vois là, je me suis rendu compte que j'étais pas dans quelque chose de juste en te parlant de cette manière-là. Évidemment, si vous vous sentez relaxé et apaisé, à partir du moment où c'est possible de dialoguer, et vous vous sentez calme, et vous vous sentez dans quelque chose d'assez stable au niveau émotionnel. C'est-à-dire ni dans une dominante colère, mais ni dans une dominante tristesse non plus. Si vous vous sentez complètement accablé, ça ne sert à rien non plus. Il y a besoin d'une certaine neutralité aussi. Donc si vous pouvez montrer l'exemple en vous excusant quand vous vous rendez compte que vous êtes allé trop loin ou vos mots ont dépassé votre pensée, eh bien déjà ça va créer un peu plus d'espace au niveau de l'enfant,
de son espace à lui, une petite possibilité de meilleur dialogue va pouvoir s'enclencher. Et ça, c'est vraiment quelque chose dont chacun peut prendre l'habitude de montrer l'exemple en premier. Et vous allez vous apercevoir que si vous prenez l'habitude de faire cela de manière sincère, chaque fois que vous ressentez que c'est nécessaire et que c'est juste, bien sûr, c'est l'authenticité et la sincérité qui est la clé, eh bien, petit à petit, l'enfant qui est en face va prendre votre exemple et quand lui va déborder, il va faire la même chose que vous. Parce que vous avez parlé en droit de sincérité et d'authenticité, il va vous imiter, il va faire la même chose. Je ne dis pas que c'est du jour au lendemain, je ne dis pas que c'est magique, mais c'est une réalité. On peut déprogrammer une relation où il y a beaucoup d'opposition, d'affrontements, de conflits, de cette manière-là, en créant un climat d'authenticité qui va donner envie à l'enfant, petit à petit, la sécurité nécessaire pour pouvoir revenir dans une relation plus apaisée avec vous. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et intéressé. N'hésitez pas à mettre des pouces, à faire des commentaires, à partager. Cela nous aidera à booster l'algorithme de cette vidéo. Merci beaucoup.